Vous écoutez RCJ, Antoine Jardin, docteur en sciences politiques et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Le RN et ses alliés sont arrivés hier soir largement en tête du premier tour des législatives avec 33,14% des voix, suivi du nouveau Front populaire avec 27,99% des suffrages. On se rappelle de Jacques Chirac qui disait en 2007, je le cite, « Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre ». Comment la France a-t-elle pu basculer 17 ans plus tard dans ce schéma-là, Antoine Jardin ? Oui, c'est une évolution qui s'est en réalité inscrite sur le long terme. Au soir de ces élections législatives, il y a l'idée d'un bouleversement brutal. Mais si on reprend l'évolution du score du Rassemblement national depuis 2011, c'est plutôt l'image d'une lente progression qui s'est notamment concrétisée par la présence 2 fois de suite du Rassemblement national au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et à chaque fois, il avait progressé en score de façon significative entre les deuxièmes tours de 2017 et de 2022, ce qui tranchait avec ce qu'on avait observé à l'époque de Jacques Chirac, où Jean-Marie Le Pen n'avait pas réussi à obtenir de nouveaux suffrages entre les 2 tours d'élection présidentielle. Et la principale dynamique qui alimente le score du Rassemblement national, ça a été historiquement des électeurs de droite, de milieu des classes moyennes et des classes populaires qui se sont rapprochés de l'extrême droite parce qu'ils n'avaient plus confiance dans les élus issus du Parti Les Républicains. Et puis dans la phase la plus récente, eh bien, des électeurs venus d'autres horizons qui perçoivent le Rassemblement national comme étant une candidature capable d'apporter des choses nouvelles par rapport à leurs attentes. Et la stratégie portée par Emmanuel Macron depuis 2017, qui a été finalement celle de marginaliser, vous le dites, en tout cas la gauche socialiste et la droite parlementaire, eh bien c'est cette marginalisation qui s'est aussi traduite par la progression du RN au sein de l'électorat de droite et la progression de LFI au sein de l'électorat de gauche. Oui, tout à fait, parce que la façon dont l'opposition s'est créée entre la majorité présidentielle sortante et le Rassemblement national, finalement, ne laissait plus de place pour le débat politique droite-gauche qui a structuré la majorité de la vie politique du pays depuis un siècle. Et en faisant du Rassemblement national, finalement, l'alternative, en construisant le Rassemblement national comme l'opposition au gouvernement sortant, eh bien, ça a contribué à légitimer, à rendre normal, à rendre naturel la logique d'une alternance. Et d'ailleurs, le Rassemblement national fait campagne sur ce thème de l'alternance. Et ce faisant, il vise à légitimer sa présence au second tour des élections comme étant une situation naturelle, comme étant une situation évidente, alors que ça n'est absolument pas le cas. C'est un vrai bouleversement très très profond du système partisan en France et de la direction que peut prendre le pays. Le nouveau Front populaire, on l'a dit, est arrivé en seconde position. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas candidat, a pris la parole hier soir accompagné de Rima Hassan au second plan en kéfier qui véhicule, je le rappelle tout de même, le narratif du Hamas. Et cela alors même qu'on l'a dit, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et qu'il entend faire barrage au RN. Que faut-il comprendre ? C'est une provocation de la part de Jean-Luc Mélenchon ? Alors je pense que de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est en réalité le fait de prendre en compte qu'il ne pourra pas être à la tête d'une coalition de gauche majoritaire et qu'en étant marginalisé, il essaye de cliver davantage et de rallier des soutiens qui vont lui être précieux dans une période d'opposition. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, en faisant cela, joue la carte de son clan personnel au détriment de l'union de la gauche et que ce comportement est un comportement qui finalement fragilise les candidats du nouveau Front populaire dans la perspective du deuxième tour. Donc il y a quelque chose de majeur à ce que les autres forces politiques de gauche puissent finalement marginaliser Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas la solution pour la gauche. Et on l'a vu à plusieurs reprises, puisque finalement les candidatures de LFI se sont soldées par des échecs lourds aux 2 dernières élections sans qualification pour 2. Et puis on l'a vu, des échecs aux dernières élections européennes. Et donc on voit bien qu'il y a une question fondamentale pour est-ce qu'elle continue autour d'un pôle central qui serait représenté par LFI ou est-ce qu'elle change de pôle central qui a commencé à s'amorcer avec le score de Raphaël Glucksmann lors des dernières élections européennes. On se rappelle aussi de Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré que l'antisémitisme était résiduel en France. Hier soir, un rassemblement s'est tenu en place de la République à Paris en faveur du NFP avec de nombreux drapeaux palestiniens. Il y a clairement aujourd'hui une confusion des esprits qui est entretenue par ce parti au sujet de l'antisémitisme.
Oui, et dans ce que vous dites, vous voyez bien la différence entre le problème extrêmement grave de l'antisémitisme qui peut être présent dans les discours de certains, et notamment certains élus issus de la France insoumise. Et finalement, c'est un problème structurel à gauche depuis l'affaire Dreyfus. Hein. C'est l'histoire de la gauche d'avoir euh, fait de la lutte contre l'antisémitisme une composante essentielle de son identité politique depuis Jean Jaurès. Et aujourd'hui, certains à LFI qui veulent remettre cela en cause. Cependant, intrinsèquement, la présence des drapeaux palestiniens, c'est pas forcément un signe antisémite, parce qu'il peut y avoir des courants à gauche qui sont des messages de solidarité avec les populations palestiniennes, sans pour autant que ça devienne des messages de rejet et de haine, ni de l'État d'Israël, ni des populations de confession juive. Donc il y a une confusion qui est effectivement extrêmement dangereuse pour la gauche. Le camp présidentiel est quant à lui en déroute avec 21% des voix. Emmanuel Macron a appelé hier à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au RN. Il entend opter pour une approche au cas par cas en fonction des candidats qualifiés pour le second tour. Il faut comprendre qu'il ne met pas sur le même front finalement le RN et le NFP, même avec LFI à l'intérieur. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui se préfigure du côté de l'exécutif, c'est bien la capacité à discerner le fait que si certaines personnes au sein de LFI ont pu poser problème, ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des candidats sortants de LFI. On pense par exemple à des personnes comme François Ruffin, en ballottage très défavorable, mais qui s'est historiquement démarqué des positions de Jean-Luc Mélenchon, qui reçoit finalement le soutien de l'exécutif avec le désistement de la candidate de la majorité présidentielle sortante. Et pour Emmanuel Macron, l'opposition à Marine Le Pen est un élément clé de sa trajectoire politique, de son ascension politique. Et il faut rappeler aussi qu'Emmanuel Macron a toujours reçu le soutien d'une large part de l'électorat de gauche lors des 2 dernières élections présidentielles et qu'il y a une attente finalement d'une clarification et d'une volonté de marquer l'opposition à l'extrême droite, y compris dans l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est tout de même une consigne de vote assez confuse que ne partage pas, par exemple, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui estime qu'aucune voix ne devrait aller ni au RN ni au NFP, ou encore la ministre Aurore Bergé, qui refuse tout désistement automatique au second tour. Tout cela ne risque pas d'embrouiller encore plus les électeurs qui sont pour beaucoup désemparés ce matin. Alors, je me permets de revenir sur la déclaration d'Édouard Philippe qui ne dit pas qu'il faut aucune voix au nouveau Front populaire, il dit aucune voix pour LFI. Et donc, il distingue dans le nouveau Front populaire différentes composantes partisanes, ce qui montre bien qu'il est quand même dans une forme de hiérarchisation des dangers et il ne souhaite pas que le Rassemblement national ait une majorité à l'issue de ce scrutin. Car en réalité, il n'y a pas de probabilité que la coalition de gauche soit majoritaire. La question, c'est quel est le niveau de la majorité qu'aura le Rassemblement national, est-ce que ce sera une majorité absolue ou une majorité relative? Et il y a sur ce point plutôt un consensus des forces centristes pour éviter que le RN ait une majorité absolue. Néanmoins, on voit bien que la campagne a laissé des traces et que la rivalité entre les différentes forces politiques qui vont, on va dire, des écologistes jusqu'à Emmanuel Macron, finalement les mettent en difficulté au moment où il faut se rassembler dans un espace de temps extrêmement court. Il y a une semaine entre les 2 tours de scrutin et il n'y a que quelques heures pour déposer les listes des candidats au second tour. Alors, entre 285 à 295 triangulaires sont possibles pour ce second tour. À qui pourrait-elle profiter majoritairement ? Alors, tout dépend des configurations. Il y a des triangulaires dans lesquels la présence finalement d'un candidat de droite ou du centre n'est pas forcément un handicap pour les opposants au Rassemblement national. On pense notamment à la circonscription de François Hollande en Corrèze, dans laquelle un candidat de droite fortement implanté est sans doute en mesure de concurrencer le Rassemblement national et François Hollande est assez nettement en tête. Donc, dans ce type de triangulaire, il est possible que la gauche l'emporte. Dans d'autres territoires, en réalité, il y aura sans doute un bon nombre de désistements, c'est-à-dire des candidats qui se retireront lorsqu'ils sont en 3e position pour permettre un duel avec le Rassemblement national et un rassemblement des électeurs. Donc entre le nombre de triangulaires théoriques et le nombre de triangulaires réels, on s'attend à une grande différence et beaucoup de désistements dans la journée d'aujourd'hui. Il y a aussi la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui appelle quant à elle à la construction d'un nouveau front républicain au second tour. Elle interpelle donc directement le camp d'Emmanuel Macron. Cette alliance a-t-elle des chances d'aboutir, d'après vous ?
Oui, tout à fait. Ça semble être le cas dans un certain nombre de circonscriptions. Et en tout cas, c'est une réaction défensive. En réalité, on en a déjà vu les contours lors des 2 dernières élections présidentielles, où Emmanuel Macron, au deuxième tour face à Marine Le Pen, avait obtenu un soutien des électeurs de gauche très important. Et en réalité, la question, c'est moins là, celle de savoir si les électeurs soutiennent un nouveau front républicain que s'ils s'opposent, pour une majorité d'entre eux, à la perspective de voir l'extrême droite concentrer l'ensemble des pouvoirs parlementaires en France. Ce qui a motivé les électeurs de l'ensemble de l'arc républicain au cours des dernières années, c'était justement ça, c'était le fait de s'opposer à l'extrême droite sans pour autant marquer une confiance particulière à Emmanuel Macron lors des 2 dernières élections présidentielles. Merci beaucoup Antoine Jardin, docteur en sciences politiques et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Très bonne journée à vous. Merci à vous.